Imagine un instant que tu te réveilles en pleine nuit, le front en sueur, le cœur battant. Tu viens de rêver que tu marchais seul à travers une forêt sans fin. Et pourtant, au lieu d'éprouver de la peur, tu ressentais une paix profonde, une sérénité que tu n'avais jamais connue auparavant. Mais dès que tu ouvres les yeux, ce sentiment s'évanouit. Il ne reste que ce vide familier, cette faim constante de validation, ce besoin de présence, ce désir de combler cet espace creux dans ta poitrine. As-tu déjà pensé à cela? Pourquoi avons-nous besoin des autres avec une telle intensité pour nous sentir complets? Pourquoi la solitude nous terrifie-t-elle plus que tout? Je vais te faire une promesse. À la fin de cette histoire, je te révélerai la découverte la plus libératrice que j'ai jamais faite. Une vérité psychologique qui a transformé non seulement ma pratique en tant que psychiatre, mais toute mon existence. Une vérité qui, si tu la comprends vraiment, changera à jamais la façon dont tu te perçois, ainsi que la manière dont tu vois le monde. Je m'appelle Carl Gustav Jung, et pendant des décennies, j'ai consacré ma vie à explorer les profondeurs de l'âme humaine. Mais il y a eu une période de ma vie, entre 1913 et 1919, où je n'explorais pas l'esprit de mes patients, mais le mien. Ce que j'ai découvert dans cette obscurité, dans cette descente vers les profondeurs de ma propre psyché, était ce que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir. J'ai compris que la personne que je fuyais depuis toujours, c'était moi-même, et que le bonheur que je cherchais désespérément dans les autres, dans la reconnaissance professionnelle, dans les relations, ou encore dans l'approbation de mon mentor Freud, avait toujours été en moi, attendant patiemment que j'aie le courage de me tourner vers l'intérieur. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Laisse-moi t'emmener à ce moment crucial de ma vie. Nous sommes en 1913, j'ai 38 ans. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. J'étais un psychiatre respecté, j'avais travaillé aux côtés de Sigmund Freud, j'avais une famille, une carrière stable, un statut social envié, tout ce qu'un homme pourrait souhaiter pour être heureux. Pourtant, à l'intérieur, tout s'effondrait. Ma rupture avec Freud n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Il avait été pour moi comme un père, un guide qui donnait à ma vie structure, direction et sens. Et soudain, cet ancrage avait disparu. Je me sentais à la dérive, comme un navire pris dans une tempête sans boussole. Les nuits étaient les plus difficiles. Je me réveillais bouleversé par des rêves étranges et dérangeants. Dans l'un d'eux, je voyais une immense vague de sang déferler sur l'Europe. Je ressentais le poids d'un désastre imminent. Et, effectivement, peu de temps après, la Première Guerre mondiale éclata. Mais au-delà de leur aspect prophétique, j'ai compris que ces rêves révélaient quelque chose d'intime. Mon identité reposait sur des fondations extérieures, l'approbation de Freud, le respect de mes pairs, mon rôle de mari et de père. Mais qui étais-je une fois toutes ces couches retirées? Qui était vraiment Carl Jung sans ces masques? C'est alors que j'ai pris la décision la plus effrayante et la plus libératrice de ma vie. J'ai décidé d'arrêter de fuir. J'ai choisi de plonger volontairement dans mon inconscient, dans ce territoire sombre et chaotique que chaque être humain porte en lui, mais que la plupart refusent d'explorer. Chaque soir, après mes consultations, je m'asseyais en silence et laissais les images émerger de moi. Je ne les jugeais pas, je ne les analysais pas immédiatement, je les observais simplement. Et bientôt, elles affluaient. Des figures archétypales, des symboles anciens, des êtres mythiques semblant venir de l'aube de l'humanité. Pourtant, je savais qu'ils étaient tous des fragments de moi. Il y avait un vieil homme sage, porteur d'autorité, une présence féminine mystérieuse, incarnant tout ce que j'avais refoulé, et des figures sombres, menaçant les parties de ma personnalité que j'avais enterrées pour paraître respectable. Au centre de tout ce chaos se tenait mon moi conscient, l'ego, tentant de naviguer dans ce monde intérieur. Au début, c'était terrifiant.
il y eut des moments où j'ai réellement cru perdre la raison. Je me demandais si c'était ce que mes patients ressentaient dans leur crise psychotique. Mais j'ai fini par comprendre la différence. J'étais entré dans ce voyage consciemment. Je n'étais pas entraîné dans l'inconscient, j'y plongeais volontairement. C'est plus tard que j'ai nommé ce processus le pont entre l'ego et le soi, la passerelle reliant notre conscience aux profondeurs de notre psyché. Et dans ce dialogue avec le monde intérieur, j'ai fait une découverte révolutionnaire. Toute ma vie, j'avais projeté mon sentiment de complétude sur les autres. Quand Freud était mon mentor, je projetais sur lui l'image du père sage que je croyais nécessaire. Quand je cherchais la reconnaissance professionnelle, je projetais ma valeur personnelle sur l'approbation extérieure. Quand je m'accrochais à la compagnie constante des autres, j'évitais la seule présence qui comptait réellement, la mienne. Je me souviens d'un rêve particulièrement révélateur. Je me voyais dans une immense maison, à plusieurs étages. Les niveaux supérieurs, lumineux et richement décorés, représentaient mon esprit conscient, le masque que je montrais au monde. Mais en descendant, les pièces devenaient plus anciennes, plus sombres, plus primitives. Au niveau le plus bas, dans une cave profonde, je découvrais une grotte remplie d'ossements et de poteries antiques. Pourtant, je n'ai pas ressenti de peur, mais de la fascination. Cette maison, c'était moi. Les étages supérieurs étaient mon identité de surface et le sous-sol, l'essence brute de l'humanité, nos instincts, nos mythes, notre mémoire collective. Ce rêve m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Je n'étais jamais vraiment seul. En moi vivaient toutes les expériences de l'humanité, condensées en symboles et en schémas, ce que j'allais plus tard appeler l'inconscient collectif. Comment pourrais-je me sentir seul alors que je portais en moi toute l'humanité? C'est alors que j'ai rencontré mon ombre, cet aspect caché du soi que nous rejetons, nions ou refoulons. C'est la partie que nous cachons non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Mon ombre contenait mes insécurités, mes rancunes, mon besoin enfantin d'approbation et mes pulsions égoïstes. J'avais construit l'image publique du psychiatre brillant, de l'homme rationnel, du chercheur objectif, mais sous ce masque se cachait un être blessé et vulnérable, un homme qui s'était senti abandonné, cherchant l'amour à l'extérieur parce qu'il ne savait pas encore s'aimer lui-même. Le jour où j'ai osé regarder mon ombre droit dans les yeux, tout a changé. Je me souviens être assis dans mon bureau, pratiquant ce que j'ai ensuite appelé l'imagination active. Quand une figure sombre apparut devant moi, au lieu de la repousser, je lui ai demandé « Qui es-tu » Sa réponse m'a bouleversé. « Je suis tout ce que tu as refusé d'être. » Cette ombre, c'était le Jung insécure, le Jung avide d'amour, le Jung imparfait. C'était l'enfant solitaire que j'avais été, l'adolescent désireux d'appartenance, l'adulte craignant de ne jamais être à la hauteur. Et à cet instant, j'ai compris une vérité fondamentale. La plénitude ne naît pas de la perfection, ni de la lumière seule, mais de l'union entre la lumière et l'ombre. La forêt de mon rêve, celle où je marchais seul en paix, n'était pas un lieu réel. Elle symbolisait ma psyché, vaste et mystérieuse. J'ai compris alors que la solitude n'était pas mon ennemi. Elle était la porte d'entrée vers la rencontre la plus profonde de toutes. La rencontre avec soi-même. Je ne pouvais pas trouver le bonheur tant que je rejetais certaines parties de moi. Le vrai bonheur ne viendrait jamais d'une personne parfaite censée me compléter, ni de la reconnaissance du monde, ni de mes accomplissements. Il viendrait de l'intégration de toutes les parties de mon être, de la réconciliation avec mon ombre, de l'acceptation que je suis à la fois lumière et obscurité, force et fragilité. Ce processus d'intégration, ce passage de l'inconscient à la conscience, c'est ce que j'ai appelé plus tard le processus d'individuation. Le chemin qui mène à devenir ce que tu es vraiment, et non ce que tu crois devoir être. Et par essence, c'est un voyage solitaire, car personne ne peut le faire à ta place. Tu peux avoir des mentors, des thérapeutes, des amis qui marchent à tes côtés, mais ce voyage intérieur, c'est le tien, et le tien seul. Le travail intérieur est quelque chose que toi seul peux accomplir. Pendant ces années de confrontation avec moi-même, quelque chose de curieux a commencé à se produire.
Plus je devenais à l'aise dans ma propre compagnie, plus j'apprenais à dialoguer avec les différentes parties de ma psyché, moins j'avais besoin de validation extérieure. Ce n'est pas que j'ai cessé de valoriser les relations ou d'apprécier la compagnie des autres. J'y tenais encore, mais ces relations n'étaient plus un besoin désespéré. Elles étaient devenues un choix conscient. J'ai découvert que lorsque tu es complet en toi-même, lorsque tu as intégré ton ombre et établi une relation consciente avec ton inconscient, tes relations avec les autres deviennent plus authentiques. Tu ne projettes plus tes besoins non comblés sur une autre personne. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver ou te compléter. À la place, tu entres en relation depuis ta plénitude et non depuis ton vide. J'ai commencé à remarquer cela dans mon travail avec mes patients. Beaucoup venaient à moi avec la même lutte intérieure. Ils se sentaient creux, incomplets, cherchant désespérément la plénitude à travers les relations amoureuses, le travail, les addictions ou tout autre élément extérieur. Et le schéma était toujours le même. Plus ils cherchaient à se remplir à l'extérieur, plus ils se sentaient vides à l'intérieur. C'était comme essayer de remplir un puits sans fond. Je me souviens particulièrement d'une jeune femme qui passait de relation en relation, convaincue que le prochain homme serait enfin le bon, celui qui la rendrait heureuse. Chaque fois qu'une relation se terminait, elle tombait dans une profonde dépression, comme si elle avait perdu une partie essentielle d'elle-même. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, je lui ai proposé quelque chose de radical. Passer du temps seul. Ne pas chercher activement une nouvelle relation, mais utiliser ce temps pour apprendre à réellement se connaître. Au début, elle a résisté de toutes ses forces. L'idée d'être seule la terrifiait. « Que vais-je faire de moi-même » m'a-t-elle demandé. Je lui ai répondu « Justement, que feras-tu de toi-même quand il n'y aura plus personne pour te distraire de toi ?» Cette question l'a hantée pendant des semaines. Mais peu à peu, à mesure qu'elle s'autorisait à être seule, à explorer ses propres rêves, ses pensées, ses besoins, sans le filtre des attentes des autres, quelque chose a commencé à changer. Elle a redécouvert des aspects d'elle-même qu'elle avait oubliés, voire jamais connus. Elle s'est souvenue de son amour pour la peinture qu'elle avait abandonnée parce que ses partenaires n'y accordaient aucune valeur. Elle a commencé à tenir un journal intime où elle dialoguait profondément avec elle-même. Et petit à petit, ce sentiment de vide s'est comblé. Pas grâce à quelqu'un d'autre, mais grâce à elle-même. Quelques mois plus tard, elle m'a dit une phrase que je n'avais jamais oubliée. « Pour la première fois de ma vie, j'apprécie ma propre compagnie. » Et ce qui est étrange, c'est que maintenant que je n'ai plus besoin de personne, les gens semblent plus attirés par moi. Mais cela n'a plus la même importance. Je sais que j'irai bien quoi qu'il arrive. C'est exactement ce que j'avais moi-même découvert. Le paradoxe du bonheur, c'est que tu le trouves lorsque tu cesses de le chercher désespérément à l'extérieur. Quand tu apprends à être avec toi-même. Quand tu intègres tes parts les plus sombres au lieu de les projeter sur les autres. Quand tu formes une relation consciente avec ton monde intérieur, quelque chose de presque magique se produit. Tu deviens entier. Mais je veux clarifier une chose importante. Lorsque je dis que j'ai découvert que je n'avais besoin de personne d'autre pour être heureux, cela ne veut pas dire que je suis devenu ermite, ni que les relations humaines ont perdu leur valeur. Au contraire, cela signifie que lorsque ton bonheur ne dépend plus des autres, quand tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te valider ou te compléter, alors tu peux aimer en toute liberté. Tu peux aimer sans attachement, te connecter sans dépendance, partager sans te perdre dans le processus. Les relations les plus profondes et les plus significatives de ma vie sont venues après cette prise de conscience et non avant. Car ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu voir les autres tels qu'ils étaient réellement, et non comme des projections de mes besoins insatisfaits. J'ai enfin pu être pleinement présent avec eux, sans le filtre de mon propre vide. Au cours de cette exploration de l'inconscient, j'ai commencé à travailler avec une méthode que j'ai appelée l'imagination active. C'est une technique qui consiste à dialoguer consciemment avec les figures qui émergent de ton inconscient. Ce n'est pas une simple rêverie ou une fantaisie. C'est une méthode structurée pour communiquer avec les couches les plus profondes de ton être. Dans l'une de ces séances, j'ai rencontré une figure que j'ai appelée Philémon, un vieil homme sage doté d'ailes de martin pêcheur.
Philémon est devenu une sorte de guide intérieur. Dans nos conversations, il m'a enseigné quelque chose d'essentiel. En moi existait une source inépuisable de sagesse et de guidance. Je n'avais pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui se trouvait déjà en moi. Philémon m'a dit un jour une phrase qui a profondément résonné. « Tu me cherches dans le monde extérieur, mais j'ai toujours été ici, dans les profondeurs de ton être. Chaque maître que tu as admiré, chaque autorité à laquelle tu t'es référé, n'a été qu'un reflet de la sagesse que tu possèdes déjà. Le moment est venu de faire confiance à ta propre voix intérieure. » Ces mots étaient à la fois libérateurs et terrifiants. Libérateurs, car ils signifiaient que je n'étais plus à la merci des circonstances extérieures pour trouver une direction dans ma vie. Terrifiants, car ils impliquaient que je devais désormais assumer l'entière responsabilité de mon propre chemin. Je ne pouvais plus blâmer Freud pour notre rupture, ni le monde extérieur pour mon malaise. Je devais reconnaître que j'étais l'architecte de ma propre vie psychologique. C'est cette prise de conscience qui distingue ceux qui vivent authentiquement de ceux qui ne font que réagir à la vie. Lorsque tu comprends enfin que tout ce dont tu as besoin pour être comblé, pour trouver un sens, pour te sentir entier, existe déjà en toi, quelque chose de profond change. Tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'auteur de ton propre récit. Mais comment faire, concrètement? Comment passer de la dépendance à la validation extérieure à un ancrage solide en soi? Voici les étapes issues de mon expérience et de mon travail avec des milliers d'âmes au fil des années. La première étape consiste à affronter ton ombre. Cela signifie examiner honnêtement chaque partie de toi que tu as rejetée ou reniée. Demande-toi, qu'est-ce qui m'irrite profondément chez les autres? Car souvent, ce qui nous dérange le plus chez autrui reflète ce que nous avons refoulé en nous-mêmes. Si l'arrogance t'exaspère, peut-être as-tu nié ton propre besoin de reconnaissance. Si la faiblesse te met mal à l'aise, peut-être as-tu enfoui ta propre vulnérabilité. La deuxième étape consiste à apprendre à être seul consciemment. Être seul ne signifie pas s'asseoir avec son téléphone, un écran ou du travail pour se distraire. Cela signifie créer des moments de vrai silence où tu peux entendre ta voix intérieure. Pour moi, cela prenait la forme de l'imagination active. Pour toi, cela peut être la méditation, l'écriture, une marche solitaire dans la nature ou simplement le fait de t'asseoir et d'observer tes pensées sans les juger. La troisième étape consiste à prêter attention à tes rêves. Les rêves sont le langage de l'inconscient, des messages codés envoyés par des parties de toi qui cherchent à être reconnues. Tiens, un journal de rêves. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour les comprendre. Demande-toi simplement, quelles émotions ce rêve a-t-il éveillé? Quels symboles y sont apparus? Que pourrait-il représenter en moi? Et enfin, la quatrième étape, la plus essentielle, consiste à cultiver ce que j'ai appelé la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés à l'intérieur de toi sans te réfugier dans un extrême ni dans l'autre. C'est dans cet équilibre intérieur que naît la vraie transformation. Entre ton besoin d'indépendance et ton désir de connexion, entre ton côté rationnel et ton côté émotionnel, entre tes aspirations spirituelles et tes besoins physiques, il existe une tension naturelle. Le but n'est pas d'éliminer un pôle au profit de l'autre, mais de découvrir un troisième point, une synthèse plus élevée née du conflit intérieur. Durant ma propre confrontation avec moi-même, il y a eu des moments de profonde solitude. Je ne le nierai pas. Il y a eu des nuits où je me sentais perdu, où je me demandais si ce voyage intérieur avait vraiment un sens. Mais même dans ces nuits sombres, quelque chose en moi murmurait que j'étais sur la bonne voie. Une voix calme me disait que je faisais le travail dont mon âme avait besoin. Peu à peu, cette solitude douloureuse s'est transformée en quelque chose de différent. La véritable solitude, celle qui n'est pas absence des autres, mais présence à soi. La solitude, ce n'est pas être seul, c'est être avec soi-même, pleinement conscient de sa propre présence. Et cette compagnie intérieure, éveillée et lucide, est infiniment plus nourrissante que n'importe quelle relation bâtie sur le manque ou le vide. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce processus,
des changements tangibles apparurent dans ma vie. Mon travail de thérapeute s'approfondissait, car je ne projetais plus mes besoins non résolus sur mes patients. Je pouvais enfin les voir clairement, les accompagner dans leur propre processus, sans chercher à les réparer selon mes schémas inconscients. Mes relations personnelles s'améliorèrent parce que je n'attendais plus des autres qu'ils comblent des vides que moi seul pouvais combler. Et ma créativité s'épanouit, donnant naissance à mes contributions les plus importantes, l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, la synchronicité. Tout cela n'est pas né d'une accumulation de savoir extérieur, mais d'une exploration courageuse de mon monde intérieur. Et c'est là tout le paradoxe. Quand tu tournes ton regard vers l'intérieur avec honnêteté et courage, quand tu fais la paix avec tes conflits internes et que tu intègres tes fragments, tu commences à offrir au monde extérieur quelque chose d'authentique. J'ai vu cette transformation se produire d'innombrables fois dans ma carrière. Des personnes venaient à moi brisées, dépendantes, cherchant quelqu'un qui leur dirait comment vivre. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était de les orienter vers leur propre âme. Parce que voici une vérité que peu veulent entendre, mais que tous doivent affronter. Personne ne peut te sauver, sauf toi-même. Aucun thérapeute, aucun partenaire, aucun travail, aucun accomplissement ne peut te donner cette plénitude que seule l'intégration intérieure procure. Pourtant, ce voyage vers l'autosuffisance psychologique n'a rien d'égoïste. En réalité, c'est tout le contraire. Quand tu n'as plus besoin des autres pour combler ton vide, tu peux enfin les voir tels qu'ils sont. Tu peux aimer sans étouffer, être présent sans te perdre, donner sans attendre secrètement que quelqu'un te rende ce que toi seul peux t'offrir. Je me souviens d'un collègue qui m'a un jour lancé « Karl, la connexion humaine n'est-elle pas essentielle au bonheur? Ne prônes-tu pas l'isolement ?» Ma réponse fut claire. La véritable connexion humaine n'est possible qu'entre des individus complets en eux-mêmes. Quand deux personnes se rencontrent à partir du vide, ce qu'elles créent n'est pas une connexion, mais une codépendance. Mais lorsque deux êtres complets se rencontrent, ce qui émerge est transcendant. Une relation qui élève les deux sans que l'un ne perde son essence. Et cela m'amène à la révélation que je t'ai promise au début, celle qui a changé ma vie et peut changer la tienne. Après des années d'exploration, de confrontation avec mon ombre, de dialogue avec mon inconscient et d'apprentissage de la solitude, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais été véritablement seul. Même dans les moments les plus désolés de mon voyage intérieur, je n'étais pas seul, car j'avais établi une relation avec quelque chose de plus grand que mon ego, quelque chose que j'appelle le soi. Le soi, avec un S majuscule, est le centre organisateur de toute la psyché consciente et inconsciente. Il est la totalité de ce que tu es, au-delà de ta personnalité, au-delà de ton ego. Quand tu te connectes à ton soi, quand tu établis une relation intime avec la totalité de ton être, tu découvres en toi une source inépuisable de sens, de direction et d'amour. Tu n'as plus besoin de chercher le bonheur à l'extérieur, car tu le possèdes déjà à l'intérieur. Il ne te manque que le courage de plonger en toi et de te regarder avec honnêteté. C'est là la plus grande leçon de ma vie. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on redécouvre. Il a toujours été là. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, même si elles peuvent l'influencer. Il dépend de ta relation avec toi-même. Et comme toute relation précieuse, elle demande du temps, de l'attention, de la sincérité et de l'engagement. Quand j'ai compris que je n'avais besoin de personne pour être heureux, je ne me suis pas senti seul, je me suis senti libre. Libre de choisir mes relations au lieu d'en dépendre. Libre de chercher la vérité plutôt que l'approbation. Libre d'être moi-même, avec mes failles et mes vertus réunies. Et cette liberté, cette plénitude intérieure, c'est ce que je te souhaite. Car je sais, par ma propre expérience, et après avoir guidé des milliers d'âmes, que c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Cela demande du courage pour affronter ton obscurité, de la patience pour écouter ton inconscient, et de l'humilité pour admettre que tu projetais sur les autres ce que toi seul pouvais offrir. Le chemin vers l'individuation,
vers le fait de devenir pleinement toi-même, vers la découverte que tu n'as besoin de personne pour te compléter, est le plus grand voyage que tu puisses entreprendre, non pas parce qu'il t'éloigne des autres, mais parce qu'il te libère pour te relier à eux de manière authentique. Non pas parce qu'il t'isole du monde, mais parce qu'il t'enracine si profondément en toi que tu peux l'affronter sans y perdre ton âme. Alors, je t'invite à commencer ce voyage, aujourd'hui. Prends un moment pour t'asseoir en silence avec toi-même. Écoute ta voix intérieure sans la juger. Observe tes rêves. Demande-toi quelle partie de ton être tu as rejetée et souviens-toi de ceci. Le chemin vers l'extérieur commence toujours à l'intérieur. Le bonheur que tu cherches dans le monde existe déjà en toi. Il n'attend que le courage de ton regard. C'est mon histoire, mais c'est aussi la tienne. Parce que nous partageons tous le même inconscient collectif, les mêmes archétypes, la même quête universelle vers la plénitude. La seule différence réside dans qui aura le courage d'entreprendre ce voyage en conscience. Si cette histoire a résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé pendant que tu l'écoutais, alors partage-la. Aide les autres à découvrir qu'eux aussi possèdent déjà en eux tout ce dont ils ont besoin pour être heureux. Abonne-toi et continuons ce voyage ensemble, car il reste encore tant à explorer dans les profondeurs de l'âme humaine. Et dis-moi en commentaire, quelle part de toi as-tu évité jusqu'ici? Parce que cette ombre que tu fuis, cette partie que tu crains le plus, détient peut-être la clé de ta liberté. Jusqu'à notre prochaine exploration de l'inconscient, souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es avec toi-même, et c'est la meilleure compagnie que tu puisses avoir.